Que se passe-t-il quand on meurt? C'est la grande question, non? Et ce qui est fou, c'est que des milliers de personnes qui ont frôlé la mort, elles racontent toutes à peu près la même chose. Un lieu d'une beauté, mais hallucinante. Un endroit qu'on appelle la Cité de Lumière. Alors, on va plonger ensemble dans ces récits, dans la recherche, pour essayer de comprendre ce qui se cache derrière tout ça. Franchement, cette citation, elle dit tout. C'est l'émerveillement total. Et attention, on ne parle pas d'un simple rêve là. Les descriptions, elles sont d'une précision, mais déconcertante. Les gens qui vivent ça parlent d'une réalité qui leur semble plus réelle que la nôtre, plus vive, plus authentique. Et c'est justement ce sentiment d'hyper-réalité qui est fascinant et qui nous oblige à nous poser des questions. Et là, faut bien comprendre un truc. On n'est pas dans le folklore ou les histoires pour faire peur, non. Ces expériences, elles sont étudiées très sérieusement avec une rigueur scientifique. D'ailleurs, la source principale pour cette analyse, c'est le Journal of Near-Death Studies. On a des chercheurs qui passent leur temps à compiler, à analyser tous ces témoignages pour essayer en quelque sorte de cartographier cet ailleurs. Bon, alors concrètement, à quoi il ressemble cet endroit? C'est là que ça devient intéressant parce que tous les récits pointent vers un paysage qui dépasse complètement notre imagination. Voilà en gros les éléments qui reviennent tout le temps, les constantes. Des paysages plus beaux que tout ce qu'on connaît, des plantes lumineuses, des villes dorées, une architecture juste parfaite, et puis des sons, des couleurs qu'on n'a jamais vues ou entendues. Le tout dans un sentiment de paix absolue. Ce qui est dingue, c'est cette histoire de lumière. Il n'y a pas de soleil, la lumière vient de tout, de chaque fleur, de chaque bâtiment, de chaque personne. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est à quel point les détails sont précis. On ne dit pas juste « c'était joli », non, on parle de vallées qui ressemblent à du cristal, d'herbes dorées, de forêts où même les ombres sont faites de lumière. C'est comme une version sublimée de la nature, une version parfaite. Ce témoignage, il met le doigt sur un point essentiel. L'expérience dépasse complètement nos sens. Les gens décrivent des couleurs qui n'existent pas pour nous, une musique céleste, un sentiment de tout savoir, d'être connecté à l'univers. C'est au-delà de ce que notre corps physique peut percevoir. Alors, la question qui tue, qu'est-ce que c'est que cet endroit, au final? Toutes ces descriptions, qui sont d'ailleurs hyper cohérentes, d'une personne à l'autre, d'une culture à l'autre. Est-ce que c'est la preuve qu'il y a quelque chose après? Ou est-ce que c'est juste le spectacle final d'un cerveau qui s'éteint? Alors, premier angle d'attaque, le point de vue neurologique. L'idée, c'est que la Cité de Lumière serait en fait une hallucination géante. Le dernier grand show, le feu d'artifice final de notre cerveau avant le rideau noir. Et puis, il y a la deuxième perspective, qui est, on peut le dire, à l'opposé complet. Ici, on considère la Cité de Lumière comme une vraie destination, une autre dimension que notre conscience rejoindrait une fois libérée du corps. Ok, alors regardons ça de plus près. On a vraiment deux visions qui s'affrontent. D'un côté, le camp scientifique. Eux, ils parlent d'hallucinations dues au stress du cerveau, le manque d'oxygène par exemple, ou alors d'une dernière décharge d'activité neuronale, les fameux biophotons, qui créent une simulation interne hyper réaliste. Les théories les plus pointues, comme Lorchoer, parlent même de conscience quantique. Mais le gros problème pour ces théories, ce sont les EMI véridiques, où des gens en mort clinique rapportent des détails qu'ils n'auraient jamais dû connaître. De l'autre côté, on a l'approche spirituelle. Pour eux, la cité est une réalité objective, un autre plan d'existence. Un lieu d'apprentissage où l'environnement serait un reflet direct de notre karma. Bien sûr, le défi ici, c'est le manque de preuves physiques qu'on peut mesurer en laboratoire. Et cette citation, elle est incroyable, parce qu'elle rend ce concept de karma hyper concret. Ce n'est plus juste une idée abstraite, là, ça devient de l'architecture. La maison que l'on obtient, sa taille, sa beauté, ce serait la matérialisation directe de nos bonnes actions sur Terre. C'est une idée assez vertigineuse. Bon, mettons qu'on prenne tout ça au sérieux, que ce soit une simulation ou une autre réalité. Ça soulève une question super intéressante. Ok, c'est beau, mais qu'est-ce qu'on y fait au juste? On passe l'éternité à regarder des fleurs lumineuses? En essayant de mélanger un peu les deux visions, la scientifique et la spirituelle, on peut imaginer trois grandes activités possibles, trois rôles que la conscience pourrait jouer là-bas. Première piste, l'architecte karmique. L'idée, c'est que la conscience n'est pas juste un spectateur, elle est active. Elle construit son propre environnement, sa propre maison, par la force de la pensée et de l'énergie. En gros, nos actions et nos pensées sur Terre deviennent les briques de notre nouvelle réalité. Deuxième idée, l'étudiant de l'existence. Ça vient de récits qui décrivent des sortes de bibliothèques ou d'universités géantes. Là-bas, on pourrait revoir toute notre vie, peut-être comme un film holographique, pour comprendre nos leçons, nos erreurs et apprendre comment l'univers fonctionne vraiment. La mort serait donc pas une fin, mais plutôt la rentrée des classes. Et enfin, troisième et dernière hypothèse, le guérisseur. Toute cette beauté, cette paix, cette harmonie, ça ne serait pas juste pour faire joli. Ça aurait une fonction thérapeutique. Un peu comme un spa pour l'âme, un endroit pour se soigner des blessures de la vie, se rééquilibrer avant de passer à la suite. Alors au final, comment on fait le lien entre tout ça?
La cité de lumière, c'est quoi? Un simple programme codé dans notre biologie ou une porte vers le cosmos? Un bug dans notre réalité ou le début d'une nouvelle? On se retrouve face à deux possibilités. Soit c'est une simulation neurologique, la plus belle histoire de fin que notre cerveau se raconte à lui-même. Soit c'est une vraie réalité spirituelle, le prochain chapitre de notre existence. Et entre les deux, le gouffre paraît immense. Mais et si la réponse n'était pas l'un ou l'autre? Et si c'était les deux en même temps? Et si la Cité de Lumière était en fait un aperçu d'une réalité plus profonde? Une sorte de réalité quantique que notre cerveau, lui, avec ses limitations, ne sait traduire qu'avec les seuls mots qu'il connaît pour l'absolu, la beauté, la lumière, la paix. Une sorte de point de rencontre entre notre code biologique et le cosmos, ce qui, au final, rendrait le mystère encore plus beau et encore plus profond. Notre exploration va se faire en 5 temps. On va d'abord regarder le plan d'ensemble, sa structure. Ensuite, on plongera dans ses paysages si spéciaux, sa nature, son architecture. Et pour finir, on essaiera de comprendre l'atmosphère, la conscience même qui semble imprégner cet endroit. Allez, on commence par les fondations, la structure de cette cité. Il ne faut pas du tout l'imaginer comme une ville classique. Non, la description parle d'un mandala vivant. C'est une sorte de carte géométrique sacrée qui s'étend sur un territoire immense et où tout est en parfaite harmonie. Cette idée, ce concept de mandala vivant, c'est vraiment la clé. C'est ce qui soutient toute l'organisation et la philosophie de ce lieu. Il faut garder ça en tête pour comprendre la suite. Alors, comment ça se présente ? Eh bien, il faut visualiser 5 grands cercles concentriques. Tout au centre, on a un dôme de lumière pure, c'est la source d'énergie. En s'éloignant, on passe à la cité intérieure avec ses bâtiments, puis à une immense cité-jardin, ensuite à la nature plus sauvage, et enfin à un horizon où tout devient vaporeux. Chaque cercle représenterait en fait un niveau de conscience différent. Bon, maintenant qu'on a le plan d'ensemble, essayons de voir à quoi ressemblent concrètement ces paysages, et surtout à quoi ressemble un monde sans aucune ombre. Si on regarde vers le nord, l'horizon n'est pas fait de roches, mais d'immenses chaînes de cristal translucides. Du coup, ces montagnes ne bloquent pas la lumière, au contraire, elles la diffusent partout, créant des halos dorés dans le ciel. Et si on se tourne maintenant vers le sud, le paysage change complètement. Là, on a I des felt prairies myself dorées drifting, à perte de vue. weightless, Et ce through qui a est tunnel of incroyable, c'est radiant que light. l'herbe elle-même est luminescente. Elle ondule, un peu comme une mer, et éclaire tout par le bas. Au cœur de tout ça, il y a un lac. L'eau est décrite comme étant tellement pure, presque immatérielle, qu'elle fonctionne comme un miroir parfait. Elle reflète le ciel, la lumière, et relie en quelque sorte le haut et le bas en une seule image. Et c'est de ce lac central que naissent 4 grands fleuves, des fleuves d'argent, qui traversent tout le paysage en s'écoulant chacun vers un des 4 points cardinaux. C'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qui pousse dans un environnement pareil? La flore de ce monde est, vous vous en doutez, tout aussi extraordinaire que sa géographie. Ici, la végétation, elle n'est pas passive. On a des forêts de pins dont les aiguilles diffusent une lueur bleutée, des jardins où les plantes ont des dizaines de fleurs multicolores. Même les parcs au cœur de la cité sont spéciaux, éclairés par des dômes de cristal. Chaque plante semble participer activement à l'énergie du lieu. Et ce n'est pas qu'une question de lumière, c'est encore plus fou que ça. Le témoignage insiste sur le fait que la nature vibre, qu'elle émet une sorte d'harmonie, une musique subtile et constante, une musique qu'on ressentirait au plus profond de soi, plus qu'on l'entendrait avec ses oreilles. Dans ce paysage de lumière et de son harmonieux, on peut se demander à quoi ressemblent les constructions. Eh bien, sans surprise, elles sont décrites comme étant tout aussi remarquables que le reste. Imaginez des bibliothèques entièrement faites de cristal. Le savoir n'y serait pas stocké dans des livres en papier, mais dans ce qui est appelé des archives vibratoires. Des centres d'études où la lumière est constante, où tout est conçu pour une clarté de pensée absolue. Et ça va même jusqu'aux habitations, qui seraient le reflet direct de l'état de conscience. Près du centre, elles sont décrites comme vastes et majestueuses, un signe de grand accomplissement spirituel. Plus on s'éloigne, plus elles deviennent modestes, comme fondues dans la nature, brillant d'une lumière plus douce. L'architecture serait donc une sorte de cartographie de la conscience. Et les matériaux alors ? On ne parle évidemment pas de briques ou de béton. Les descriptions évoquent de l'or ambré, du quartz fluide et même du verre chantant. La matière elle-même semble vivante, consciente, en résonance avec tout le reste. Pour terminer ce voyage descriptif, on va s'intéresser à l'invisible. C'est quoi l'atmosphère de cet endroit ? Quelles sont les lois, disons, spirituelles ou physiques qui le gouvernent ? Alors voilà un détail qui change absolument tout. Il n'y aurait aucune ombre. 0.
Pourquoi? Parce que la lumière ne viendrait pas d'une source unique, comme notre Soleil. Non, elle émanerait de chaque chose, de chaque être, de chaque objet. Tout rayonne. Et toute cette organisation a un sens très profond. Chaque direction cardinale est liée à un aspect fondamental de la conscience. Le nord, c'est la connaissance, le sud, la compassion, l'est, la création, et l'ouest, le repos. C'est comme si la géographie elle-même était une boussole spirituelle. Tout converge vers une harmonie totale. Le climat, un printemps éternel. Le ciel, il changerait constamment de couleur. Et bien sûr, cette fameuse musique de fond, cette vibration constante de la matière elle-même. La conclusion de cette description, c'est que tout ce qui est physique, chaque rivière, chaque bâtiment, chaque brin d'herbe, ne serait en fait que la projection directe et parfaite de la conscience spirituelle. Le monde extérieur est le reflet exact du monde intérieur. Forcément, cette vision d'un monde où l'environnement est le miroir de la conscience, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si notre propre monde physique était la projection de notre conscience collective, à quoi ressemblerait-il? Ça laisse songeur.